pour faire court, très souvent, les services secrets, ils préfèrent un diable qu'ils connaissent à un ange inconnu. Donc, la plupart du temps, ces présidents africains bénéficient d'une prime à la stabilité, surtout dans une période de lutte contre le terrorisme, de déstabilisation. Et les présidents africains, ils font comprendre en disant attention, vous savez pas, voilà, l'opposition, vous aurez des problèmes, etc. Et ils donnent des gages. Et les gages, c'est du renseignement. Donc, on raconte dans le livre que les services secrets français essayent de dissuader certains pays africains de se doter de matériel d'interception construit par les Chinois, parce que vous pouvez toujours mettre des logiciels espions qui permettent d'intercepter directement les informations. Mais donc il y a les Chinois, il y a, comme l'a dit Antoine, les Russes par exemple, qui sont de plus en plus présents en Centrafrique, les Israéliens également. Mais les Chinois, c'est vrai que ça reste encore un peu marginal, mais ça va monter. On l'a bien vu avec le Zimbabwe, ils vont être obligés de faire de la politique aussi en Afrique, et donc qui dit politique dit renseignement. Et pourquoi la France perd du terrain dans le renseignement? D'abord, il faut quand même dire que c'était totalement anormal. On était quand même la période de la guerre froide. La France a bénéficié de 60 à 90 d'une situation de monopole, que ce soit au niveau du business, politique, diplomatique. Il n'y avait pas de concurrence. Donc on va pas. C'est vrai qu'il faut reconnaître. Elle contrôlait les marchés africains à 60%. Elle était très proche des présidents. Donc c'est vrai que c'est une autre période historique. Simplement, la France n'a pas compris, n'a pas vu l'Afrique se mondialiser. Comme elle n'a pas vu l'Afrique se mondialiser, elle était toujours persuadée, moi j'ai connu des hommes d'affaires qui étaient persuadés que les Chinois auraient besoin d'eux pour parler aux Africains. Et du coup, ils étaient surpris de voir que quand les Africains disaient « Mais attendez, vous les Blancs, vous ne montez pas dans nos bus, les Chinois, ils montent dans nos bus, et puis ils ont les mêmes produits que nous. » Ils ont pas compris, vu que l'Afrique se mondialisait. Et pareil au niveau des services secrets, qui connaissent pas les sociétés civiles, au niveau social et économique, il y a des bouleversements en Afrique que la France a mal maîtrisés. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les espions ont leur propre agenda, leurs priorités, qui ne sont pas les mêmes que celles des diplomates. Donc tout ce petit monde cohabite, mais chacun a ses priorités et doit remplir en quelque sorte son contrat. Alors en quoi le travail des espions français a changé avec les indépendances, Thomas Hoffnung? Il a changé comme la relation entre la France et le continent a changé, c'est-à-dire que, comme l'a dit Antoine, il y a une période où il y avait une sorte de monopole de fait pour les agents français. Il y avait certains conseillers qui étaient dans vraiment l'antichambre de certains présidents africains. Maintenant, c'est terminé tout ça. Et donc, je dirais qu'il y a une forme de normalisation quelque part du travail des services. Et il y a plus de concurrents, il y a plus de rivalité, plus de compétition. Et pour les services français, c'est sans doute plus dur. Là. Il y a une sorte d'âge d'or qui est terminé. Alors vous estimez dans votre livre qu'il y a des présidents chouchous des services français. Alors vous citez le Gabon d'Ali Bongo, Sassou Nguesso du Congo-Brazza, Idriss Déby du Tchad. Pourquoi les services français ont jeté leur dévolu sur eux, Antoine Glaser? Il y a des présidents africains, c'est maintenant de notoriété publique, que Idriss Déby a été accompagné au pouvoir à N'Djamena par un conseiller qui était un conseiller français des services secrets depuis Khartoum. Donc il a été installé au pouvoir à une période historique donnée, quand la France s'inquiétait d'une poussée américaine de soutien à Hissène Habré. Donc lui, il est resté un président chouchou parce que la France a besoin d'Idriss Déby pour tout ce qui se passe dans toutes ces zones sahélo-sahariennes. Il a toujours été protégé par les services français au moment où il a failli perdre le pouvoir, au moment des rébellions. En 2008 encore, c'est quand même la France, encore les services qui l'ont protégé. Dans votre enquête, vous révélez cette anecdote assez étonnante. Chaque mardi et jeudi, le président centrafricain Touadéra a un rendez-vous rituel avec un colonel de l'espionnage français. C'est un cas unique sur le continent, Thomas Hoffnung? Ça le devient de plus en plus. Hein. C'est vrai que, comme l'a dit Antoine, par exemple, dans l'entourage d'Idriss Déby, il y avait Jean-Marc Gadoulet, qui a fait parler de lui au moment des histoires des otages dans le Sahel, qui était très proche d'Idriss Déby. Mais là, vraiment, un colonel de la DGSE ou un responsable, un chef de poste, comme on dit, qui a un rendez-vous 2 fois par semaine avec le président, c'est quand même de plus en plus rare. Ça existe dans d'autres pays, Antoine Glaser? Oui, mais je veux dire, en même temps, c'est une sorte de jeu.
très franchement, s'il était aussi puissant que ça, il dirait pas à sa secrétariat qu'il va manger des pistaches avec le président. C'est pour montrer qu'en disant, vous croyez toujours que la France, pensez que finalement, le président Archange Fossin Touadéra, vous pensez que maintenant il est avec les Russes, mais il n'est pas simplement avec les Russes, il me reçoit encore régulièrement. Vous savez, maintenant, il y a une vraie concurrence. Les présidents africains, ils ont le monde entier dans leur salle d'attente, y compris les services secrets. Et donc, ce colonel français, il veut montrer que, bah oui, que lui, il a une relation privilégiée avec le président. Justement, y a-t-il d'autres pays qui menacent le précaré français? On parle souvent de la Chine ou de la Russie, Thomas Hoffnung. Alors la Chine, je pense que c'est surtout, pour l'instant, elle est restée assez impartiale, assez neutre au niveau politique. Donc c'est les intérêts économiques, on le sait, qui priment. C'est leur quotidien, c'est jamais ni tout blanc ni tout noir. Il faut avoir plusieurs fils, tirer plusieurs fils. Et quels sont les risques à maintenir cette alliance informelle? C'est bien sûr ça crée des tensions fortes avec le président Ibeka à Bamako, parce qu'il peut accuser la France de double jeu.